critiques de Benedetto Croce ont largement contribué à alimenter le débat théorique international, en particulier au tournant du passage du XIXe au XXe siècle. Ouvrage de Croce, d'ailleurs, qui a connu, comme on l'a rappelé tout à l'heure, des traductions, traductions françaises, traductions russes et même traductions anglaises. Alors, je commencerai par dire que, immédiatement après la parution italienne, en mai 1895, du premier essai sur la conception matérialiste de l'histoire de la Briola, Croce a décidé de se livrer à l'étude de Marx, bien sûr, et il s'est engagé dans cette rédaction d'essais critiques entre 1896 et 1899. Il faut rappeler que, parallèlement à ses recherches sur Marx, Croce s'initie à la science économique. En effet, d'ailleurs, dans le texte de 1937 qui a été évoqué tout à l'heure, eh bien, il relate cette expérience. En effet, Croce a étudié l'économie politique classique, l'historique allemande, les socialistes d'État et, bien sûr, l'économie pure, c'est-à-dire les premiers marginalistes. Les marginalistes de la première génération et même partiellement ceux de la deuxième génération. Alors je dirais, parce que ce n'est pas le thème central de mon papier, que Croce a attaché une grande importance, une grande attention, disons, à une branche du marginalisme qui est la branche hédoniste, qui a été représentée dans le dernier quart du XIXe siècle par Jevons en Angleterre et en Italie, bien sûr, par Maffeo Pantaleoni, l'auteur des Principi di Economia Pura, publié en 1889. Bien entendu aussi, vous le savez, Croce connaissait le cours d'économie politique de Pareto, qui est paru en 1896-97. Il y aura d'ailleurs un dialogue fort important entre Pareto et Croce. Alors, je dirais que la connaissance du marginalisme par Croce est partielle, et de toute façon, pour ce qui est de sa connaissance du marginalisme autrichien, elle est complètement biaisée. Elle se fait de manière indirecte, essentiellement par l'intermédiaire de Pantaleoni. Alors, je dirais aussi que la parution du livre 3 du Capital en 1894 par les soins d'Engels a contribué à relancer naturellement le débat international sur la théorie marxienne de la valeur et également sur d'autres thèmes. Alors, je voudrais quand même mentionner que Croce a été l'instigateur d'un concours sur le livre 3 du Capital qui avait été ouvert par l'Accademia Pontaniana de Naples, et on avait mis au concours le thème suivant: exposition et critique des théories économiques contenues dans le volume 3 du Capital. Et on peut rappeler que Antonio Labriola a essayé de faire participer son fils à ce concours. En fait, il n'y aura que deux candidats, il n'y aura que Vincenzo Giuffrida et Arturo Labriola, qu'il ne faut pas confondre avec Antonio. Arturo Labriola, c'est ce qu'on appelle, on l'appelle aussi Labriolino, et c'était un économiste qui aura évidemment qui jouera un rôle important dans le syndicalisme révolutionnaire italien. Alors, en ce qui concerne Croce et ses essais sur le thème de l'économie marxiste, eh bien, je dirais que c'est surtout dans l'article qui s'appelle pour l'interprétation et la critique de quelques concepts du marxisme que on a déjà ici la question de l'objet du capital, qui est posée par l'auteur. Alors, dans le Capital de Marx, Croce est frappé tout d'abord par ce qu'il appelle, ce qu'on pourrait, en résumant son point de vue, le mélange entre les théories, les polémiques et les illustrations, les digressions de caractère historique. Alors, Croce disait que, du point de vue de la forme, le Capital de Marx
apparaissait comme une recherche abstraite, qu'il portait sur une société idéale, schématique, déduite de quelques hypothèses, et quant au contenu, eh bien, il estimait que le capital ne portait pas sur la totalité des faits économiques, et en particulier qu'il négligeait les opérations dites économiques générales. En somme, à partir de là, Croce allait en déduire que la recherche de Marx se trouvait en fait hors du champ de la théorie économique pure. Alors, en ce qui concerne le terrain de l'économie marxiste, eh bien, Croce s'est principalement concentré sur deux questions. D'abord, le statut de la théorie de la valeur et de la plus-value, et deuxièmement, sur la validité de la fameuse loi de baisse tendancielle du taux moyen de profit. Deuxième question, qui était tout particulièrement abordée dans le livre 3 du Capital. Alors, concernant la première question, théorie de la valeur et de la plus-value, eh bien, Croce estime que Marx a pris hors du champ de la théorie économique pure une proposition qui consiste dans l'égalité entre la valeur et le travail. Donc l'idée que la valeur des marchandises est égale à la quantité de travail socialement nécessaire pour les produire. Alors Croce, bien sûr, est convaincu que la thèse de Marx n'a jamais fait l'objet d'une clarification satisfaisante, aussi bien par Marx lui-même que par ses principaux disciples, et tout comme d'ailleurs Antonio Labriola, Croce n'était pas satisfait par les positions qui venaient de l'Allemagne, en particulier par Werner Sombart, notamment dans une contribution de 1894, Sombart disant que la valeur, finalement, la loi de la valeur que Marx examine, c'est quelque chose qui correspond à un fait de pensée, un fait logique, destiné à, disait-il, à mieux comprendre la vie économique. Alors, par ailleurs, pour Croce, la valeur chez Marx ne peut pas correspondre pour lui à un idéal moral ou à un idéal de justice. Alors Croce va affirmer une célèbre thèse qui est la suivante au sujet de la théorie de la valeur de Marx. Il dit que Marx a trouvé hors du champ de la théorie économique pure ce principe de la valeur travail, et la valeur travail de Marx, ce n'est pas simplement une généralité logique. Ce n'est pas simplement ça. Pour lui, la valeur travail de Marx, c'est dit-il, un concept pensé et pris comme type. Un concept pensé et pris comme type, il ajoute quelque chose de plus et de différent d'un pur concept logique. Alors, quel est l'apport de Marx ici, sur le terrain de la valeur, avec cette valeur travail? Eh bien, c'est en fait, pour Croce, la mesure de l'écart existant entre la formation des prix des marchandises dans la société capitaliste, qui est quand même l'objet du capital, et cette fameuse valeur typique, cette valeur travail. Alors, pour mettre à jour la démarche de Marx, eh bien, Croce s'est livré à une série d'abstractions successives. Alors, il commence par nous dire que dans une société, il faut considérer uniquement ce qu'il appelle la société économique. Tout ce qui n'est pas vie économique, on commence d'abord par l'écarter. Ensuite, on procède à une série d'abstractions. Alors, parmi ces abstractions, il faut tout d'abord mentionner qu'il faut d'abord retirer tous les biens que l'on ne peut pas accroître au moyen du travail, au moyen de la quantité de travail. Ça, c'est la première abstraction. Deuxième abstraction, eh bien, sur cette société économique, on va retirer toutes les différences de classe, qui ne sont finalement que des accidents, selon Croce, par rapport au concept général de société économique. Troisième abstraction, le mode de répartition de la richesse. Là aussi, on doit en faire abstraction. Alors, qu'est-ce qui reste? Eh bien, qu'est-ce qui reste sur la société économique? Eh bien, il ne reste que ce que Croce appelle
la società lavoratrice. C'est difficile à traduire en français. Société laborieuse, société productrice, société du travail. Vous pouvez choisir la société travail. La société, oui, de pur travail peut-être. On peut trouver une formule pour traduire società lavoratrice. Oui, bien sûr. Et dans ces conditions, bien sûr, il s'agit pour Croce de ce qu'il appelle aussi la société économique en tant que telle. Alors évidemment, il s'agit d'une société hautement abstraite où nous avons des individus qui dépensent en temps de travail pour produire des biens et dont le capital serait commun d'après des précisions qui viendront ultérieurement dans un autre article, dans un autre essai de Benedetto Croce. Alors l'idée de Croce, c'est que la loi marxienne de la valeur ne peut pas être conçue comme une loi générale de la valeur, puisque par définition, nous avons écarté les biens économiques que l'on ne peut pas accroître au moyen du travail, et c'était un problème d'ailleurs que Ricardo abordait, avec la question de la rareté absolue de certains biens. Alors, selon Croce, la loi de la valeur serait spécifique bien sûr, de cette società lavoratrice, et elle ne se réaliserait que fragmentairement dans les sociétés économiques historiquement constituées. Alors l'idée, c'est que Marx se livrerait, selon Croce, à une comparaison implicite, il parle aussi de comparaison elliptique, entre la société économique capitaliste et une partie d'elle-même, hautement abstraite, qui est la società lavoratrice. Alors, j'ajouterais que Croce ne rentre pas dans le détail de la question de la transformation des valeurs en prix de production, qui est abordée par Marx dans le livre 3 du Capital. Il ne souhaite pas non plus revenir sur les attaques assez violentes, d'ailleurs, d'Achille Loria, qui est revenu sur la question après la parution de livre 3 du Capital, rappelait ses objections anciennes, il parlait de suicide scientifique de la part de Marx à propos de cette question, et Engels, vous le savez sans doute, a rejeté avec une assez forte violence et avec beaucoup d'ironie les arguments d'Achille Loria. Alors, les objections d'Achille Loria rejoignaient en fait d'autres objections qui avaient été émises en Allemagne par Sombart, par Konrad Schmitt aussi, et qui avait amené Engels sur un autre terrain qui est la question de la transformation des valeurs en prix de production, mais sur le terrain historique. Et c'est quand Engels disait que la loi de la valeur de Marx était valable économiquement jusqu'au XVe siècle de notre ère. Et ça, c'est évidemment le maillon faible de la pensée engelsienne qui faisait l'objet à l'époque de critiques de la part de Sombart en Allemagne, de la part de Charles Handler en France et bien sûr de Georges Sorel. Et Croce connaît parfaitement ce débat, mais il ne rentre pas dans le vif du sujet. J'ai trouvé seulement 2 allusions critiques dans l'essai qui s'appelle pour l'interprétation à la critique de quelques concepts du marxisme. Alors l'idée, pour finir, sur cette question de la comparaison implicite entre la société économique capitaliste et la société du travail, eh bien, ça permettrait, selon Croce à Marx, d'aborder la question de l'origine sociale du profit et donc d'amener le fameux concept de plus-value. Mais le concept de plus-value représente pour Croce un concept de différence, dit-il, un concept de différence entre la société économique capitaliste et la società lavoratrice dont nous avons parlé. Et la plus-value pour Croce, c'est une déduction opérée par les capitalistes sur le produit de cette société abstraite, de cette società lavoratrice, de cette société abstraite de purs travailleurs et de pur travail. Alors pour Croce, bien sûr, le concept de plus-value est privé de sens si on se réfère à l'économie pure, à la théorie économique pure, mais il a un sens en économie marxiste en tant que concept de différence. Alors, quel est finalement le statut de la théorie économique de Marx pour Croce? Ça ne peut évidemment pas être une nouvelle science de l'économie,
On peut dire aussi en passant que Croce fait disparaître la critique de l'économie politique, d'une certaine façon. Rappelez-vous les propos de Marx à Lassalle sur l'exposition du système et la critique du système. Tout ça disparaît. L'objet du Capital, finalement, c'est, disons, une œuvre de sociologie économique, ou d'économie sociologique comparative, qui est destinée à traiter surtout des conditions de travail dans les sociétés. Alors maintenant, Croce va s'intéresser au rapport entre l'économie marxiste et la science économique moderne, c'est-à-dire la théorie économique pure, représentée par le courant du marginalisme. Alors selon Croce, économie marxiste et économie pure abordent la société économique, mais pas du tout de la même façon. Il est clair que pour lui, l'économie marxiste développe une analyse de sociologie économique, et bien entendu l'économie pure des marginalistes s'attache à l'analyse proprement économique. Ça, c'est évident. Alors, je dirais que la position de Croce n'est pas sans rappeler une interprétation ultérieure exprimée par un autre économiste qui s'appelle Schumpeter, d'ailleurs sous l'influence de Max Weber, au sujet des rapports entre le marginalisme, l'économie pure marginaliste, et l'école historique allemande, où Schumpeter disait avec l'école historique allemande, nous avons affaire à de la sociologie économique. Mais attention, Schumpeter refusait d'appliquer à Marx la thèse selon laquelle il s'agirait de la sociologie économique, parce que justement pour lui, chez Marx, nous avons affaire à une fusion entre l'histoire économique, la sociologie économique et la théorie économique. Fusion d'ailleurs qu'il qualifie dont il dit qu'elle a un caractère chimique même. Bien, alors, si on reprend ce que nous avons dit sur le statut de la théorie de la valeur envisagée par Croce dans sa lecture de Marx, bien entendu, ça ne plaît pas à Antonio Labriola, qui, pour une prétendue théorie générale de la valeur, qui ne serait proposée que par la théorie marginaliste, eh bien, Labriola disait à Croce, à ce moment-là, il faudrait exclure du champ de la science économique, non seulement Marx, mais aussi des économistes classiques, comme par exemple Ricardo. En somme, tous ceux qui, par exemple, se réclament de la théorie de la valeur travail. Alors, outre cette question de la valeur et de la plus-value, Croce s'est livré à un examen critique de la loi de la baisse tendancielle du taux moyen de profit dans un essai spécifique qui paraît en 1899. Alors, pour comprendre cet essai, il faut savoir que Vincenzo Giuffrida, qui est le vainqueur du concours organisé par Croce à Naples sur le livre 3 du Capital, avait déjà abordé cette loi, l'avait présentée avec ses contre-tendances, mais Giuffrida estimait que la baisse du taux moyen de profit ne s'expliquait pas seulement par la hausse du capital constant, comme le croyait Marx, mais aussi par la hausse des salaires que l'on pouvait vérifier au plan des statistiques économiques. Eh bien, Croce n'est pas d'accord sur ce point avec la démarche de Giuffrida parce qu'il le considère pas suffisamment critique dans son essai qu'il a présenté au concours, d'ailleurs un ouvrage, et il lui reproche, comme à Marx d'ailleurs, de mélanger deux questions, la question théorique et la question historique, ou éventuellement statistique. Pour Croce, on a affaire, dans l'interprétation de Giuffrida, et c'est vrai aussi chez Marx, à une fusion, dit-il aussi, entre le niveau théorique et le niveau historique. Alors, dans son essai, Croce prétend se placer exclusivement sur le terrain théorique, sur le terrain logique, en dehors de toute considération à caractère historique. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail, ici ça se trouve dans mon papier de l'analyse critique de Croce. Je dirais qu'il est assez frappant de voir que quand il aborde cette loi, il n'examine pas les contre-tendances envisagées, je dirais, à la fois par Marx et par Engels, parce que le livre 3 du Capital
a été aussi rédigé partiellement par Engels, il ne faut pas l'oublier. Il ne s'intéresse qu'à une seule question, Croce, c'est la question du progrès technique. Et son idée, c'est que Marx aurait, en somme, confondu deux groupes de faits, dit-il, ou deux stades successifs du développement technique dans la société capitaliste. Le premier de ces faits ou de ces stades, dit-il, c'est le phénomène pur et simple du progrès technique. La thèse de Croce, c'est que le progrès technique, parmi ses effets logiques, n'a pas celui d'augmenter la grandeur du capital total employé ou de le laisser inchangé. Bien au contraire, le progrès technique aboutit à réduire le capital total employé dans la production. Sa thèse, c'est que le progrès technique, c'est une épargne de dépenses sociales, et donc chez Marx, ça veut dire dépenses de travail inférieures. Je dirais que là, nous avons affaire à une influence de Pantaleoni. Je crois que Croce ici, c'est pas souvent souligné dans la littérature sur Croce, sur cet aspect-là. Croce se sert d'une définition des progrès techniques qui est inspirée par la pensée marginaliste et tout particulièrement par Pantaleoni. Alors, sur la base de ce progrès technique qui consiste à économiser finalement du capital et donc une dépense en travail, eh bien, le développement technique dans une société capitaliste se traduit nécessairement par l'augmentation de la production. Et ça, c'est la question de ce que Croce appelle le deuxième stade. Alors, le résultat de la critique de Croce est le suivant. À travers un exemple chiffré, il montre qu'en réalité, quand le progrès technique est introduit, il ne se produit pas, contrairement à ce que pensait Marx, une baisse du taux de profit, fut-elle tendancielle, mais au contraire une hausse du taux de profit. L'idée, c'est que Marx n'aurait pas compris que le progrès technique dans le capitalisme ne se traduisait pas par une augmentation de la composition organique du capital, mais par une réduction du capital total pour une même production. Alors évidemment, là, Croce néglige pas mal de choses, c'est-à-dire il néglige en particulier le fait que le progrès technique ne peut pas s'étudier indifféremment au niveau du capital individuel ou du capital social. Et il oublie beaucoup, naturellement, que le progrès technique est concurrentiel chez Marx. Et Marx a donné beaucoup d'exemples dans le Capital, et en particulier dans le livre 3, de progrès techniques qui économisent justement le capital constant. L'introduction, par exemple, de machines plus performantes, de moindre valeur. Alors, je n'insisterai pas plus sur cette démarche critique, je voudrais plutôt revenir sur des éléments conclusifs. Alors, venir sur ma conclusion. Je dirais tout d'abord que quand Croce réunit ses essais pour la première fois en 1900, il a combattu la légende qui courait en Italie selon laquelle il serait passé en un laps de temps plus ou moins court d'une position marxiste orthodoxe rigide, dit-il, à la critique de Marx et à l'antimarxisme. Et d'ailleurs, Labriola viendra conforter son point de vue en disant qu'il ne peut en aucun cas être tenu pour un marxiste repenti, bien sûr. Alors, je dirais qu'à partir de 1899, certes, le marxisme n'est plus au centre des recherches de Croce, mais Croce reconnaîtra toujours une dette intellectuelle vis-à-vis du marxisme. Je dirais aussi qu'à partir de cette date, 1899, eh bien, Croce prend également ses distances vis-à-vis de la science économique marginaliste, dont le concept premier, on pourrait dire le concept fondateur, est pour lui celui de valeur. Et ce concept économique premier, malheureusement selon lui, n'est pas encore élaboré au plan philosophique. Et c'est vrai que Croce sera de plus en plus désillusionné, finalement, déçu par l'évolution de la science économique qui s'oriente dans une direction mathématique, dans un laps de temps relativement court, puisqu'à partir de 1904, 1905, 1906, Croce défendra la thèse de la séparation entre la science de l'économie,
qui devient mathématique, qui s'occupe du quantitatif, d'un côté, et d'un autre côté, la philosophie de l'économie. La philosophie d'économie qui doit réfléchir sur le principe de la valeur, et qui évidemment concerne les hommes, mais sous l'angle qualitatif, hein, les efforts des hommes, mais envisagés sous l'angle qualitatif. Alors, je veux dire, on peut évidemment se livrer à des critiques un peu faciles de Croce en disant oui, il n'a pas vu la dialectique des formes de la valeur, la connexion entre la valeur et le fétichisme, connexion qui avait été vue sur ce deuxième point par Labriola. Mais je dirais qu'il y a quand même des choses très intéressantes dans la démarche de Croce. La première chose qui me paraît intéressante, c'est que Croce a parfaitement compris qu'on ne pouvait pas séparer chez Marx la théorie de la valeur et la théorie de la plus-value. Et c'est à ce titre qu'il va combattre, par exemple, les thèses de l'économiste Antonio Grazzadei, qui en 1899, dans la Produzione Capitalistica, va, sous l'inspiration d'Achille Loria d'ailleurs, essayer de construire une théorie du profit en faisant abstraction, sans recourir à une quelconque théorie de la valeur, hein, du moins dans ses travaux de l'époque, parce qu'il va aussi beaucoup changer. La deuxième chose qui n'est pas présente dans le papier et sur laquelle je voudrais insister, c'est que Croce a parfaitement compris que la question de la valeur était un principe fondateur de la science économique. Et ça, c'est très important quand on regarde sur les débats qui vont naître, par exemple, dans les années 1960, 70, 80. Disons des années 60 aux années 80, en particulier en Italie, autour d'un lecteur attentif de Marx, qui est Claudio Napoleoni, où, bien sûr, pour lui, la question de la valeur est tout à fait centrale, et quand la science économique se constitue comme science, eh bien, les théories de la valeur émergent, hein, bien sûr. Et pas seulement, naturellement, la question de la théorie de la valeur travail. Donc ça, c'est très important. C'est très important. Et alors, sur la question de la baisse tendancielle du taux de profit, j'ajouterais que Croce a parfaitement compris l'importance de cette question de la baisse du taux de profit dans la pensée économique qui précède Marx, dans la pensée économique classique, Adam Smith, Ricardo, et la réfutation que tente Croce, c'est peut-être une des premières tentatives sérieuses de réfutation de la loi de Marx sur le plan analytique. Il n'était pas économiste, et je trouve que sa contribution est supérieure à celle d'un économiste russe, qui est Tugan Baranovski, qui est en fait un économiste qui était classé dans le courant du marxisme légal en Russie, et la critique de Tugan Baranovski paraît la même année que celle de Croce, hein. Mais celle de Tugan Baranovski, du point de vue analytique, est très inférieure. Alors bien sûr, la critique de Croce sur la question du taux de profit n'a pas soulevé un grand enthousiasme en Italie, et Croce sera amené dans la préface à la deuxième édition de son livre à citer le jugement, qui était d'ailleurs en fait anonyme, de Charles Handler au sujet de ses travaux. Charles Handler disant que M. Croce a découvert dans le marxisme une erreur grossière qui est la déduction de la baisse du taux d'intérêt, alors SIC, hein, parce qu'il s'agit en fait du taux de profit, et il ajoutait, Charles Handler, que le volume 3 du Capital en était ruiné tout entier. Alors c'est un point intéressant, et d'ailleurs Croce a reçu une lettre de Maffeo Pantaleoni qui lui disait écoutez, je suis vraiment en accord avec beaucoup de vos idées, et ça me pose des problèmes parce que ça me complique complètement la vision que j'avais de Marx. Alors je dirais que, pour finir, que c'est Antonio Gramsci, dans quelques pages très denses du cahier 10 des Quaderni del Carcere, qui va tenter la première réponse solide, argumentée, à l'objection de Croce. Et il lui reproche de ne pas avoir vu que la baisse tendancielle du taux de profit, au plan théorique, hein, au livre 3 du Capital, représente, dit-il, l'aspect contradictoire d'une autre loi, qui est la loi de la production de la plus-value relative. Mais cette autre loi, elle est présentée au livre 1 du Capital. Et par ailleurs, on sait que Croce
affirmait que si la fameuse loi de baisse tendancielle du taux de profit de Marx était fondée, cela signifierait, dit-il, la fin imminente, la fin automatique et imminente de la société capitaliste. Eh bien, Gramsci va évidemment s'insurger contre cette interprétation de la théorie marxienne en termes d'effondrement. On dit d'ailleurs dans ses cahiers de prison, rien d'automatique et encore moins d'imminent. Mais selon Gramsci, la meilleure réfutation consisterait à se placer dans le cadre de la dynamique réelle du capitalisme et selon Gramsci, la loi de baisse du taux de profit de Marx est à la base du phénomène qu'il désigne sous le nom de l'américanisme avec les nouvelles méthodes de production qui sont fournies par le taylorisme et par le fordisme. En somme, finalement, on s'aperçoit que Gramsci essaye de réassocier la dimension théorique et la dimension historique que Croce avait séparées quand il voulait réfuter la loi de la baisse tendancielle du taux moyen de profit. Merci. Merci à vous. Merci pour dire cette autre intéressante relation. Dans mon livre, j'ai marqué l'éloignement progressif de Croce du marxisme et jusqu'à la definizione des anni 40 la spiritosa invenzione del marxismo, del materialismo storico.